Le vieil argument sur lequel McGee a maintenu les catholiques irlandais au Canada loyaux, fin de la citation, n'a aucun fondement comme on l'a dit en 1974, même si la portée de l'opposition catholique canadienne-irlandaise à McGee a été exagérée, à mon avis. Une autre approche serait d'examiner les activités de la police secrète canadienne établie en 1864 pour lutter contre la menace des raids des Confédérés aux États-Unis et à transformer l'année suivante pour lutter contre la menace des raids de fainéants au Canada. C'est une histoire fascinante. Au fur et à mesure que ces détectives irlandais et canadiens se sont déployés partout des deux côtés de la frontière pendant que le gouvernement a intercepté et ouvert le courrier qui allait vers des points focaux fainéants dans le nord de New York et du Vermont. Et toute la série de personnages mécontents et de fainéants qui cherchaient de nouvelles possibilités d'emploi comme informateurs rémunérés. C'est une histoire qui doit encore être racontée, même si Greg Keeley a déjà fait quelque chose dans le domaine et qu'il y a eu récemment, et cela doit être dit, une biographie sensationnaliste, trompeuse et très décevante des principaux informateurs du mouvement fainéant. Thomas Billis Beach, qu'on connaissait également sous le nom de Henri Le Caron. Mais ce n'est pas une histoire de la police secrète que j'ai l'intention de vous raconter maintenant. Plutôt, j'aimerais me concentrer sur le personnage central de la lutte contre le fainéantisme. J'aimerais parler de la suspension de l'habeas corpus tout de suite après Ridgway, l'invasion ou le raid fainéant du 1er juin 1866. Quelques jours après l'invasion fainéane, la suspension de l'habeas corpus a été justifiée publiquement pour contrecarrer la menace extérieure du fainéanisme. La même chose s'est appliquée à son renouvellement et à sa prolongation pendant le nouveau Dominion du Canada en novembre de 1867. En arguant pour un renouvellement, MacDonald a parlé des activités internationales de la fraternité fainéante et au rapport récent de renseignement que les fainéants américains stockaient des armes à la frontière et se préparaient pour une autre invasion. Il a également fait remarquer que la suspension existante n'avait pas été utilisée de façon inadéquate ou trop dure, ce qui était vrai. Entre autres choses, MacDonald avait émis une circulaire aux magistrats en 1866 les mettant en garde contre des arrestations précipitées de fainéants soupçonnés. Tout cela voulait dire que le bill pour le renouvellement a généré très peu de controverses. Il n'y a eu aucune protestation publique, aucun éditorial contre, même si un endroit où on aurait pu s'attendre à de l'opposition malgré le fait qu'un endroit où on aurait pu s'attendre à une forte opposition, le Irish Canadian pro-fainéant n'existait pas en 1867. Alors, le Parlement n'avait aucune question sérieuse à aborder et il n'y a eu aucun commentaire éditorial dans les journaux canadiens. Timothy Warren Anglin et Antoine Aimé Dorion, il est vrai, ont exprimé du scepticisme, mais ils ont accepté lorsqu'on leur a dit que le pays faisait face à une menace imminente d'invasion. Au cas où le vote pour une suspension renouvelée serait unanime. Et pourtant, lorsque MacDonald a présenté le renouvellement par rapport à la menace extérieure, il ne racontait que la moitié de l'histoire. Ces sources de renseignements révélaient également une activité croissante des fainéants au Canada. La formation de nouveaux cercles, la collecte de fonds. On essayait
d'attirer des officiers ou des sous-officiers dans l'organisation et on prévoyait des actions de diversion pour la prochaine invasion. Mais rien de tout cela n'a figuré dans ses discours publics au sujet de la suspension de l'habeas corpus. Il est toujours difficile de tirer des conclusions ou des inférences du silence, mais cela semble raisonnable de supposer que deux facteurs étaient à l'œuvre. Tout d'abord, MacDonald savait que toute déclaration publique au sujet des intentions révolutionnaires de certains feignants canadiens pourrait facilement avoir produit un backlash anticatholique, un ressac anticatholique, avec des suspicions protestantes accrues que les catholiques irlandais canadiens n'étaient pas fiables, qu'ils étaient déloyaux. Un tel ressac aurait intensifié les divisions ethno-religieuses à l'intérieur du pays et produit une ambiance où le fainéanisme aurait pu devenir florissant, la dernière chose qu'on voulait. Et deuxièmement, MacDonald avait travaillé longuement pour cultiver le vote catholique irlandais. Et il ne voulait pas compromettre ce soutien avec des déclarations générales au sujet de la conspiration fainéante canadienne. Alors, pour des raisons de prudence et d'avantages politiques, il était logique pour lui de se concentrer sur l'invasion extérieure et de ne rien dire au sujet de la subversion interne. Et voilà où réside l'ironie, parce que la législation était justifiée du point de vue des circonstances extérieures et du niveau de confiance gouvernementale qui s'appliquerait seulement contre des feignants soupçonnés ou réels avec des accusations que les conservateurs utilisaient la suspension de l'habeas corpus comme arme politique pour discréditer les libéraux catholiques irlandais. Alors, ce qui a amené cela, c'est l'assassinat de McGee en avril 1868. Convaincu que McGee était la victime d'une conspiration fainéante canadienne et dans le contexte de davantage de rapports au sujet des missions de reconnaissance au Canada des fainéants américains, MacDonald et l'avocat James O'Reilly ont détenu 25 Canadiens irlandais sous suspension d'habeas corpus. Le premier à être arrêté, les premiers, plutôt, étaient des amis et des associés de Patrick James Whelan. Mais le filet s'est rapidement élargi pour inclure des fainéants à Montréal, à Ottawa, à Toronto et à Guelph. L'idée était non seulement de réprimer cette conspiration perçue, centrée sur Whelan, mais d'utiliser l'assassinat pour perturber et contrecarrer le mouvement fainéant révolutionnaire au Canada, quelque chose qui ne pouvait pas être fait sans aliéner l'opinion catholique irlandaise modérée. Les arrestations étaient très sélectives et fondées sur des renseignements accumulés qui semblaient avoir été exacts. Semblaient être exacts, mais des erreurs ont été commises et comme Frank Iacobucci l'a écrit dans ce rapport, les erreurs sont inévitables. Et plus les prisonniers restaient longtemps en prison sans procès, plus le risque était grand d'aliéner les catholiques irlandais en général. À moins qu'on puisse démontrer une juste cause pour l'arrestation, George Brown a prévu en mai qu'on devrait avoir beaucoup d'Irlandais qui se persuadent qu'ils sont aussi maltraités ici qu'en Irlande. Et en fait, cela a commencé à apparaître parmi des plaintes selon lesquelles le gouvernement utilisait des tactiques de peur pour mener une campagne de persécution politique contre les opposants irlandais catholiques. Les nationalistes ont fulminé contre le règne de la terreur du gouvernement et ont parlé d'injustice par des invasions à l'appui. Les modérés sont devenus de plus en plus mal à l'aise et la publication pendant l'été, ou plutôt la libération pendant l'été de tous les leaders fainéants, ou presque, a rassuré dans une certaine mesure les modérés, alors que cela n'a fait aucune différence chez les militants. Politiquement, les fainéants au Canada ont été isolés, marginalisés. En ce sens, la mort de McGee a permis à MacDonald de mettre en œuvre la stratégie de McGee, mais contrairement à la croyance du gouvernement, il n'avait pas été brisé. Et en fait, ils étaient devenus encore plus dangereux qu'auparavant. Ce n'est que lorsque la menace extérieure a été
éliminée et que la menace intérieure s'est dissipée. Alors, il peut y avoir, quant à savoir s'il y a des leçons à tirer de tout cela reste à voir.